bienvenue à Inspiration pour maintenant une 11e fois, post-Louis Morissette, Isaïe. On est de retour en studio maintenant. Oui, on a notre invité avec nous. On est très content de retourner au concept de base, au format de base. Dans le QG voilà. de Inspiration. Premièrement, on veut vous dire que Louis Morissette ne lâchera pas le métier. Parce que dans l'épisode numéro 10, il avait mentionné que s'il ne battait pas les statistiques de Alain Caillé de l'épisode numéro 4, il lâchait le métier. Et là, on vous confirme qu'il y a eu une légère folie pour les premiers jours du lancement du podcast de Louis Morissette. Puis on veut vous remercier d'avoir été là en si grand nombre pour ce podcast-là qui était assez spécial pour nous, qu'on a vraiment apprécié réécouter une fois après l'avoir. Parce qu'on l'a enregistré vraiment tôt. Donc, le réécouter à peu près 3 semaines après, c'était vraiment le fun. On mentionne notre commanditaire. Le Resto Le Canadien, les restaurants sont réouverts déjà depuis presque un mois. Donc, allez l'encourager. J'ai vu dernièrement que Laurent il pensait au bien-être de ses employés puis qu'il fermait ses fours à 50% pour assurer des conditions de travail qui avaient de l'allure. Donc, si vous voulez encourager un entrepreneur qui a le bien-être de ses employés à cœur, je pense que notre commanditaire d'aujourd'hui, le Resto Le Canadien, ainsi que le Vieux-Saint-Charles, je pense que ça vaut la peine. On vous mentionne on a sorti ça au dernier épisode. On vous mentionne d'aller voir le plan de match. Le plan de match, c'est notre plateforme d'articles. On a une équipe de 7 rédacteurs qui vous offre toutes les dernières analyses, les dernières prédictions, des états même des forces qui va s'en venir bientôt. On a un mock draft de notre rédacteur hockey même dernièrement. Donc, allez voir ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine. On a construit quelque chose qui semble vraiment plaire aux gens pour le moment. Finalement, juste préciser que ce podcast-là aura un petit format un petit peu différent. On passera un petit peu plus de temps dans les segments habituels de la fin, à la demande de notre invité. Et parce que je pense qu'on aura, Isaïe, ce soir, parce qu'on enregistre ça le soir, on aura le premier gros débat de l'histoire d'Inspiration. J'ai bien hâte de faire ça. Isaïe, tu pourras même trancher à la fin du débat pour voir qui aura su convaincre ta pensée. Donc, maintenant, je vais y aller avec le traditionnel CV de notre invité. Donc, notre invité d'aujourd'hui est un méga passionné de son sport depuis l'âge de 5 ans. Dans ses plus hauts faits d'armes, il a participé au championnat canadien des Little League et a joué 2 ans midget 2A et 4 ans junior 2A. Il a aussi fait partie de la première cohorte de sport-études baseball du cégep de Drummondville. Finalement, il s'autoproclame le plus grand fan des expos de moins de 30 ans. On reçoit le rédacteur baseball du plan de match, Dimitri Savoie-Jean. Bienvenue à Inspiration. Yes sir, merci les gars. En tout cas, le plus grand fan, je confirme, ici, il y a une casquette sur la table, une casquette sur sa tête, un chandail des expos, des bas et un chandail de son idole qu'on va parler plus tard. Donc, oui, peut-être c'est le plus grand fan. Là, Isaïe, tu vends ça, puis on n'a pas la version vidéo pour ce podcast-là. Non, mais en tout cas, c'est beau à voir, C'est ça, exactement. Vous irez voir les photos sur nos réseaux sociaux. On commence d'abord tout de suite avec ton parcours, Dimitri. De où ça vient, cet amour-là du sport, particulièrement du baseball? Yes sir, ouais, effectivement, le plus important, c'est que je m'autoproclame le plus grand partisan des expos de moins de 30 ans, parce que, tu sais, on se le cachera pas, j'ai pas connu la belle époque des expos. J'étais encore un peu jeune. Quand ils sont partis, j'avais 7 ans. Ils sont partis en 2004, tu sais, fait que j'ai vraiment connu les dernières années des expos, mais pour moi, je m'en foutais que ça allait pas bien, tout ce qui était la gestion puis de l'équipe, tu sais, puis qu'on aura peut-être la chance d'en parler, mais tu sais, moi ça je m'en foutais, j'adorais, moi c'est mon père qui m'amenait aux expos, puis écoute, ça a été un amour tout de suite. Lui, dans le fond, mon père c'est un grand joueur de baseball, puis un grand fan de baseball aussi, puis il m'a comme transmis ça, puis j'ai commencé dès que je pouvais, jeune, à jouer au baseball, puis j'ai aussi, tu sais, je suis assez un fan de sport assez polyvalent, dans le sens que, tu sais, j'aime le hockey, j'aime le baseball. J'ai joué plus jeune au golf, au tennis, vraiment tout, mais je suis toujours revenu vers le baseball. Tu sais, ça a toujours été mon premier amour. Je le dis souvent, comme Babe Ruth le disait, le baseball était et il sera toujours
mon sport préféré. Fait que, même si j'ai tout le temps divergé ailleurs, mais je suis tout le temps revenu. Puis, non, c'est ça. Ça part vraiment des matchs que j'allais voir au stade olympique avec mon père. Puis donc, d'ailleurs, d'après moi, Anto, je sais pas si tu viens. Oui, oui. Ouais, hein? Je l'avais noté dans nos notes. Mais je pense qu'on est allé à l'avant-dernier match des Expos au stade olympique parce que je me rappelle d'avoir couru ces buts. Oui, ok, c'est ça. Parce que j'avais une petite mémoire que moi et Anto, on était allés avec chacun nos pères. Ils nous avaient amenés là. Puis, effectivement, à la fin de la partie, ils nous laissaient courir le tour des buts. C'était comme une... Je sais pas si c'était une tradition ou quelque chose, mais on pouvait courir vraiment le tour des buts. Puis, hey, moi, je capotais. Je sais pas pour toi. Là, mais moi, je savais même pas comment ça jouait le baseball. Fait que je devais comme juste courir en carré. Là. Hey, non, je pouvais courir sur les buts que Vladimir Guerrero courait. Là, genre, je capotais bien réel. Fait que, non, tu vois que ça en a marqué plus un que l'autre. Il y en a un qui bof. Non, mais mettons, moi, maintenant, je le dis pour brag, mais ça m'affecte aucunement. Mais je vais t'avouer, avant que tu m'en parles, j'avais oublié les buts. Là. Je me souvenais qu'on était allés ensemble aux expos très jeunes. Je me rappelle que moi, tu sais, j'ai vraiment une mémoire photographique pour certains moments, là, pas comme Mike Ross là, de Suits. Là. Oh, wow, petite plug niché. Mais je me rappelle que genre au deuxième ou au troisième but, on tapait dans la main. Voyons! C'est quoi cette mémoire? Non, je sais combien que le match a fini. Comment? 2-1 pour les Marlins. Ouais, puis il faisait 12 degrés. Non, je sais pas. Je sais pas, mais tu te souviens de ça? Mais je suis pas mal sûr, faudrait vérifier. C'est la mémoire d'Anthony, ça. Ouais, c'est ça, mais je pense pas. Ouais, c'est ce qui explique à tous les podcasts pourquoi je suis capable de parler de tous les sports. Mais, ouais, en tout cas, on diverge pas mal, mais ouais, justement, je vais t'en parler. Toi, quand t'as vécu ça, le départ des expos, c'est-tu venu autant te chercher? Ou c'était pas encore, cet amour-là n'était pas encore ancré en toi? Non, regarde, je vais te le dire, là, moi je m'en souviens encore. Là, comme je te dis, j'avais 7 ans, là, je me souviens le moment que j'ai appris que les expos sont partis. Puis après, c'est devenu juste mon rêve d'enfant, c'était de revoir les expos un jour. Puis j'y crois encore d'ailleurs. Mais là, est-ce qu'on aurait tout le temps d'en parler? Il y a un contexte pandémie qui fait en sorte que c'est peut-être plus dur. Mais bon, si je reviens, c'était la tradition, je me levais le matin, écoute Sport 30. Tout amateur de sport, écoute Sport 30 le matin. Puis, fait intéressant, tu sais, j'étais bien proche de chacun des parents, j'étais bien proche de ma mère, puis ma mère, je pense que ça faisait 2 semaines qu'elle était partie en Europe. Tu sais, je pense que c'est la fois que j'étais le plus loin d'elle, tu sais, puis j'étais tout seul avec mon père à la maison, puis là, je regarde ça, j'ouvre la TV, puis hop, la une, les expos partent à Washington. Hey, je broyais, là, je te dis, là, 7 ans, je me rappelle encore, je suis devant la TV, je broyais, puis je le réalisais là, que je pourrais plus aller voir les expos. Puis genre, on dirait, dans ma tête, je me disais, ils vont revenir un jour, mais je réalisais quand même qu'on les aura pas tout de suite. T'sais. Puis ça m'avait fait mal. Puis là, mon père qui arrive dans la salle, puis il dit, non, c'est correct, là, maman va revenir, là, elle revient juste la semaine prochaine, parce qu'il pensait que je pleurais parce que ça faisait longtemps que je l'avais vu. Ben non, je dis, c'est pas maman, je veux voir, c'est les expos, je veux revoir. Ça restait une anecdote que vraiment quand même drôle, mais écoute, ça, je te dis, je me rappellerai tout le temps, puis... Ouais, je le savais là, quand ils sont partis, là, j'avais cette conscience-là, puis l'amour était déjà développé. Puis je suis chanceux parce que je pense que quand ça a été annoncé, mon père, ça n'a pas pris ni une ni deux. Il m'a amené à Montréal, à la boutique des expos, au stade olympique. Dévalisé. Puis dévaliser ce qui restait. Puis il m'en a reparlé aujourd'hui, le pire, quand je sortais mes articles. Puis il me disait, écoute, ça, on est parti à l'annonce des expos quand ils partaient. On était à la boutique, puis il restait presque plus rien. D'ailleurs, il porte toujours son chandail d'enfant de 7 ans. Mais c'est pas... Confirme-moi si j'ai raison, mais la casquette des expos n'est pas la deuxième la plus vendue après celle des Yankees encore aujourd'hui. Ben, pour vrai, ça se peut. Mettons, deuxième, je sais pas, là, genre les statistiques, pour vrai, mais... Je suis pas mal sûr de ça. Ça se peut, ça, parce que le logo des expos, il est assez particulier, puis... C'est vraiment une casquette qui est emblématique, là, que tu vas retrouver en Europe. Si tu vas en Europe, là, tu vas avoir des casquettes des Yankees, des Expos. Comme tu dis, ça se peut qu'il soit deuxième parce que... Je suis convaincu. C'est vraiment un logo qui est vraiment particulier puis que
Puis c'est drôle parce que les expos, ils ont innové dans plein de façons du jeu. C'est ça qui faisait qu'ils étaient uniques à travers la ligue. Tu sais, comme juste la casquette tricolore, là. Ouais. Les expos étaient la première et la seule équipe à porter une casquette tricolore qui était blanche, rouge et bleue. Puis ils se faisaient rire d'eux. Genre, toutes les autres équipes, c'était classique, une couleur sur la casquette. Puis écoute, ils se faisaient rire. C'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui, mais par contre, maintenant, il y a les casquettes rétro. Tu sais, des fois, ils vont avoir les matchs rétro. Est-ce que, écoute, on ramène des vieux chandails, puis ils vont ramener des chandails, des casquettes qu'ils portaient pas à l'époque, mais que maintenant, rétro, ça fait cool, tu sais. Fait que, mais c'est les expos qui ont parti ça, la casquette tricolore. Puis, on riait d'eux, mais là, c'est tellement une casquette qui est emblématique, puis qui se vend tellement, là, comme tu viens de dire. Puis, c'est quoi tu retrouves dans le baseball que tu retrouves pas dans les autres sports? Qu'est-ce qui fait... C'est quoi, mettons, qui t'accroche autant à ce sport-là que pas au tennis, pas au hockey? Parce que, on a déjà joué au hockey ensemble. Puis le hockey, ça vient vraiment moins chercher que le baseball. Puis je suis curieux de savoir pourquoi. C'est une bonne question. Pour elle, je pense qu'une grande partie de ça, c'est mon amour pour les expos. Là. On dirait que c'est venu me chercher tellement tôt, tellement jeune que c'est resté. Puis j'ai joué longtemps au baseball aussi. Puis j'ai tout le temps comme analysé un peu la game du baseball. Pas juste ce qui se passait sur le terrain, mais ce qu'on voyait pas aussi. Des fois, comme dans chacun du sport, il y a des mises en situation qui disent OK, s'il se passe ça, il va y avoir telle affaire. Puis moi, c'est surtout l'aspect mental du baseball que j'aime. C'est que ça s'arrête pas à ce qu'on voit. Ça s'arrête pas à OK, le lanceur lance la balle, puis le frappeur frappe. C'est qu'il y a tout le temps des mises en situation. OK, regarde, là, il y a peut-être un joueur au premier but. Combien de retraits? Ah, 2 retraits, c'est pas pareil que s'il y avait un retrait. OK, puis là, dans quelle manche? En 9e manche, c'est pas la même chose que la 2e manche. Fait que c'est tellement de mise en situation, puis ce qui est unique du baseball, puis certains pensent que c'est ce qui font en sorte que peut-être qu'ils trouvent ça plate, mais c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps au baseball. Ça peut être à l'infini. Ça peut être à l'infini. Puis comme Yogi Berra le disait, un catcher des Yankees, ce n'est pas fini tant que c'est pas fini. Cette expression-là, c'est pas fini tant que c'est pas fini, ça vient c'est vrai, parce catcher. Que mathématiquement, ça fonctionne. Logiquement, un peu moins, mais mathématiquement, tu peux perdre 75-0 puis gagner encore. Exact. C'est ça que je trouve cool. Puis c'est ça qui est drôle, parce que si tu regardes les moyennes de durée d'un match de baseball, c'est moins long qu'une durée de match de football. Sauf qu'on dirait qu'on le réalise pas parce que le football, il y a un cadran, puis le baseball, il n'y a pas de cadran. Fait qu'on dirait que c'est plus long, c'est plus... Mais c'est ça que j'aime, c'est le fait que t'es pas stressé par un cadran, t'as de la tranquillité, comme tu dis, tu perds 12-0, c'est pas grave, tu peux encore venir dans le match. Puis au tennis, il n'y a pas de cadran. T'as raison! T'as raison, mais ça arrête après. Quand t'arrives à un certain score, ça arrête. Tandis qu'au baseball, t'arrives pas à 10-0 puis ça arrête. Je qualifierais cette réponse de habile. Je suis curieux de savoir, quelle équipe t'encourage depuis le départ des expos? C'est les expos. Ah ouais, mais fait que c'est comme si... c'est ça. Tu n'encourages vraiment personne? Mais je te dis, comme je t'ai dit, je me rappelle encore, moi, devant la TV, qui braille devant RDS quand j'apprends ça. Puis je pense, je m'étais dit, écoute, t'aimeras plus... Genre, tu vas plus encourager aucune équipe avant que les expos vont arriver. Puis surtout pas les maudits Nationals de Washington. Ça, je trouve ça drôle parce que on dirait, parmi la communauté, si je peux dire, des partisans des expos, il y en a qui vont les haïr, il y en a qui vont les aimer. Puis c'est normal, je veux dire, pour chacune des raisons. Il y en a qui vont les aimer parce que ça reste la continuité de la franchise. Parce que dans les statistiques, tu vas voir en ligne ou peu importe, c'est la même franchise. Donc, les Nationals de Washington, tu vas dans leur record, il va y avoir beaucoup de records qui sont attribuables aux expos. Fait que pour cette raison-là, je comprends. Mais moi, c'est inconcevable de supporter les Nationals comme si on m'avait volé mon rêve d'enfant. Fait que, tu sais... non, fait que je me suis fait la promesse. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs québécois qui se sont penchés vers les Red Sox. Les Red Sox de Boston qui sont pas loin. Il y a les Yankees aussi, les New York, c'est pas loin. Il y a une grande haine aussi entre les Red Sox et les Yankees. Puis les Blue Jays de Toronto, qui sont, on va se dire, au Canada, puis qui ont connu des bonnes années là, au début des années 2000, là, mi-2000. Donc, c'est un peu comme les Raptors de Toronto qui ont gagné il y a une couple d'années. Là. On dirait que ça a vraiment comme... Ça a ouvert l'œil à beaucoup de monde qui ont dit genre, hey, OK, c'est cool, on se relie derrière Toronto, ce qui est impossible. Ce qui est impossible au Québec. Au hockey, ça serait impossible, mais on dirait au baseball et au basket, c'est possible. Tout à fait. C'est possible parce qu'ils ont eu chacun des bonnes saisons dernièrement. Fait que, mais non, pour répondre à la question, moi, c'est Expo all the way, jamais rien d'autre. Puis comment t'as vécu ça quand
dans la dernière saison, les Nationals de Washington ont porté les uniformes des Expos pendant 2 matchs. Ouais, je pense que c'était un match. En tout cas, c'était beau en tabarouette à voir. Mais est-ce que c'était agréable pour toi ou c'était douloureux? C'était amour-haine. Ouais. Ça faisait mal un peu. Tu regardes, surtout qu'il y avait des super bons joueurs. On ne se le cachera pas, ils ont gagné la Série mondiale l'année passée. Fait qu'il y avait des super bons joueurs. Puis le fait de voir un joueur qu'on se dit, crime, il aurait pu jouer lui à Montréal si jamais on avait un nouveau stade au centre-ville. On aurait pu les voir, ces gars-là. Puis dans ces uniformes-là, puis comme tu dis, c'était beau. Là. L'uniforme bleu poudre des Expos, là. Ouais, l'uniforme bleu poudre des Expos, il est pas beau quand tu le vois à l'ancienne TV. C'est vrai. Mais quand tu le vois en HD, c'est la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. Pour vrai, là, c'est vraiment ça. Ça a l'air comme vieillot là, quand tu le regardes, mettons, pas en HD. Puis quand tu voyais les photos professionnelles, mettons, des Max Scherzer. Max Scherzer, ben oui. Qui lançait avec ça. Ouais, avec les bas rétro. Mais tu sais, pour répondre à ta question, ce que je trouvais, c'est que, comme tu dis, je trouvais ça beau de voir ça à TV, mais on dirait que c'était pas... Ça filait pas bien. Ça filait pas bien de voir une autre équipe porter. C'était comme si... ce que je trouvais drôle, c'est comme si ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Dans le sens que ça fait partie de leur histoire. S'ils voudraient, ils le feraient pas, mais regarde, on va faire plaisir. C'est un bon coup de pub. C'est un bon coup de pub. On va mettre le chandail des Expos. Ils vont en parler au Québec. Ça va faire un petit coup de pub à la TV. C'est ce bout-là que je trouvais un peu dommage. Parce que j'étais comme... Pour eux, ça n'a aucune signification. Ça, on ne le cachera pas. Eux autres, là, c'est un match comme un autre. Puis, comme je parlais tantôt, des matchs rétro, bon, ben ça, c'est un bel exemple. Ouais. Souvent, les équipes vont avoir des matchs rétro avec des casquettes maintenant qui sont tricolores. Là, fait que ça... Mais ouais, c'était vraiment un amour-haine, mettons. OK. Sur une note un petit peu plus personnelle, ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand je t'ai demandé de m'envoyer un peu tes accomplissements dans le baseball. Tu as participé au championnat canadien des Little Leagues. Tu veux-tu un peu expliquer c'est quoi? Parce que moi, personnellement, je sais c'est quoi, mais c'est quand même quelque chose qui est majeur au niveau du baseball mineur. Tu veux-tu expliquer c'est quoi et comment tu as vécu ça? Ouais, ben dans le fond, c'est ça. C'est comme le championnat canadien, finalement, de Little League. Little League, qui est la ligue, qui était anciennement la ligue où est-ce qu'on jouait le baseball mineur à Drummondville. Là, maintenant, il y a Baseball Québec, qui est une autre ligue qui s'est implantée plus dans les dernières années. Mais ouais, c'est ça. C'était vraiment le championnat canadien le plus gros. Il fallait d'abord devenir champion provinciaux. Donc, en gagnant, mettons, l'équipe du Québec, on s'est rendu au championnat canadien. Puis là, on représentait vraiment le Québec. On était Team Québec, entouré d'anglophones. On était en Alberta. Puis ça, c'était vraiment une belle expérience. Là. Écoute, parce que si tu gagnes le championnat canadien, tu t'en vas aux Little Leagues. Little Leagues avec un L majuscule. Ouais, parce que c'est le championnat mondial qui passe à ESPN. Puis c'est une grosse affaire. Tu sais, il y a une ville, c'est Williamsport, je pense. Je pense que c'est le nom. Mais je pense que c'est le nom de la ville. Ou, en tout cas, quotez-moi pas là-dessus, mais. Il y a une ville aux États-Unis qui est quasiment expressément pour ce tournoi-là. Okay, c'est absurde. Une ville qui est pour un tournoi de petite ligue. C'est comme si le tournoi de Québec au hockey, là, ça serait c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un tournoi international, mais c'est big. Là, ça passe à ESPN. Puis les jeunes, quand tu les regardes, sont bons. Là. Oui, ils sont bons. Puis beaucoup de joueurs des ligues majeures, on les voit, on les a vus dans ce tournoi-là. Ouais. Comme le tournoi public de Québec. Exact. Puis je me rappelle, nous autres, on était là-bas, on avait gagné les championnats provinciaux, mais on allait là-bas, puis écoute, on s'est fait... c'est un autre game, là, le championnat canadien. Écoute, là, je me souviens, de mémoire, on avait gagné, je pense qu'on avait une victoire contre, je me trompe pas, la Saskatchewan, puis on avait tenu quelques games serrés, mais écoute, on se ramasse après ça contre l'Ontario, puis l'Alberta, puis ça, c'est des machines, c'est des machines, puis on se souvient, il y avait un joueur qui jouait, je pense, pour l'Ontario. Tu sais, on avait quoi, 13 ans, peut-être 13-14 ans, on était encore tout petit, on n'a pas toute notre petite croissance. Il y avait un gars de l'Ontario, il avait à peu près 6 pieds 4, 195 livres, il frappait des circuits, même pas la petite clôture qu'il mettait, là, la petite clôture, il mettait... il avance la clôture. Là, c'est ça, il avance la clôture. Lui, il faisait des circuits par-dessus la vraie clôture du terrain à 395 pieds. Écoute, on n'en revenait pas. Puis ce gars-là
évidemment, il a été repêché des majeurs. Là, il joue dans les ligues mineures présentement. J'aurais aimé ça que tu dises, il s'appelle maintenant Aaron Judge. J'aurais vraiment aimé ça. Ça aurait été bon. Mais non, mais pour vrai, c'est... là, je vais peut-être mal prononcer son nom, mais c'est Demi Orlemoy. En tout cas, Orlemoy. En tout cas, tout ça pour dire qu'il a été repêché dans la Ligue majeure, puis c'est super cool pour lui. Puis tu sais, on a joué sur le même terrain. Y a-tu une chance de jouer dans le show? Je vais t'avouer que je suis pas même sa carrière, mais non, c'était quelqu'un d'imposant, là, surtout pour notre âge. Là. Écoute, là, on disait... Ce gars-là, il doit avoir 4 ans plus vieux, mais non, écoute, c'est parce qu'il était vraiment bon, là, puis il était vraiment développé. Là. OK. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast. Tu viens aujourd'hui nous parler d'un ancien receveur des Expos, Gary Carter. Personnellement, et je peux parler au nom d'Isaïe, on le connaît pas, mais pas pantoute. Est-ce que tu peux nous parler... Puis d'après moi, il y a bien des gens qui nous écoutent qui connaissent pas. Vends-nous-le. Ouais, ben justement, moi, comme je disais, je fais pas semblant, j'ai pas connu la belle époque des Expos. Parce que les Expos ont connu des super belles années, puis les partisans plus vieux pourront vous le dire. Mais ils ont connu 2 belles périodes, qui est le début des années 80 puis le milieu des années 90. Je ne les ai pas connus. Moi, j'ai vraiment connu fin 90, années 2000. Puis, mettons, je connaissais tous les joueurs. Puis les joueurs vedettes, là, mettons, la vedette que je connaissais le plus, c'est Vladimir Guerrero. Je l'ai mentionné au début, là, mais ça, c'est probablement un des gars les plus talentueux qui a joué pour les Expos. Puis, il est rentré dernièrement au Temple de la Renommée. Puis, maintenant, son fils joue pour les Blue Jays. Ah, effectivement. Vladimir Guerrero Jr., présentement. Il joue au 3e. En ce moment, je suis en train de plugger toutes mes connaissances de baseball. Tu vas voir que ça va arrêter. Ça va arrêter. C'est ça, ouais. Fait qu'il joue au 3e but des Blue Jays présentement, son fils. Mais là, lui, Vladimir Guerrero, c'était mon joueur préféré parce que c'est le meilleur joueur des Expos dans le temps. Fait que, ça allait de soi. Mais tu sais, c'était pas vraiment un idole. C'était pas vraiment quelqu'un que je voyais comme un idole parce que, je veux dire, le gars... premièrement, il était assez jeune, il parlait pas un mot français, évidemment, puis même à ce jour, il parle quasiment pas anglais. Fait que, c'était pas quelqu'un qui s'impliquait beaucoup comme dans la communauté, comme Gary Carter a pu le faire, puis ça, je vais l'expliquer, mais... Fait que c'est pour ça. Là, moi, je suis venu ici parce que, fan des Expos, je me suis dit, écoute, tant qu'à prendre Vladimir Guerrero, qui était pas vraiment une inspiration, j'aimais mieux prendre quelqu'un comme Gary Carter qui a vraiment eu un impact un impact positif sur la ville de Montréal, puis le Québec aussi, puis le baseball à Montréal. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnes à qui je parle, des personnes plus âgées qui ont connu les Expos, qui me disent hey, Gary Carter, c'est lui qui me fait suivre les Expos. Okay. Gary Carter, là, si je le compare, c'était le Maurice Richard des Expos. C'était pas un Québécois, mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment... Il a compris le rôle d'un joueur vedette à Montréal. Il a appris le français. Okay. Juste ça, tu sais, on dirait à Montréal, au Québec, c'est... Ça charme le public, là. Ouais. Effectivement, ça charme le public, puis tu pars avec 1+1, tu sais. Fait que juste, il a appris le Québec, il parlait pas bien, mais il aimait ça, juste apprendre puis essayer de parler avec les partisans. Puis ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, j'ai lu beaucoup, puis tu sais, je lis beaucoup là-dessus, puis j'écoute des vidéos sur les expos pour l'histoire, pour en connaître le plus possible, puis ce qui marquait les gens, c'est que Gary Carter était toujours prêt pour signer des autographes. Toujours prêt pour parler aux enfants, parler aux partisans, aux femmes, aux hommes. Puis il prenait tout le temps de répondre aux journalistes. C'est lui le dernier qui restait, le premier puis le dernier qui restait dans les conférences de presse d'après-match. Puis même au point où est-ce que s'il connaissait, mettons, une mauvaise partie, puis l'équipe connaissait une mauvaise partie, lui se présentait quand même. Puis même des fois, ça froissait quelques-uns de ses coéquipiers parce que des fois, après une game, tu te fais ramasser, tu n'as pas le goût de parler aux journalistes. Mais lui, il comprenait que c'était un devoir de parler aux journalistes, de dire, écoute, mon devoir ne s'arrête pas au terrain, mais s'arrête. Il comprend également comme tout ce qui englobe ça. Puis aussi, ce que je trouve cool de Gary Carter, puis moi, ce que je retiens le plus des vidéos et des images que j'ai vues, c'est quelqu'un qui aimait jouer. Tu sais, quelqu'un qui a tout le temps le sourire dans la face quand tu regardes les photos. Puis j'imagine que des partisans qui l'ont connu pourraient mieux le dire que moi, mais c'est tout le temps quelqu'un que tu regardes qui avait l'air content de jouer, puis il n'y avait aucun problème. Tu sais, je veux dire, ça reste un jeu, puis moi, c'est ce que je prône beaucoup. Puis, tu sais, mettons, moi, en tant que joueur, en tant que joueur de baseball, j'ai jamais été le meilleur joueur de baseball, mais j'ai toujours... Tu sais, c'était tout le temps le plus important pour moi, c'était de m'amuser. Puis, à la fin de la journée, là, je veux dire, je suis là pour avoir du plaisir. Là, puis, je sais que ça fait cliché un peu, là, mais moi, c'est tout le temps ça que j'ai prôné. Tu sais, c'est bien beau être compétitif, mais à un moment donné, si t'as pas de fun, ça sert à rien. Tu sais, quand t'as plus de fun, selon moi,
arrête. Puis moi, c'est ça que je me retrouve vraiment dans Gary Carter, c'est qu'il il avait vraiment, tu voyais, là, il désirait jouer, puis c'était vraiment sa place. Là, le sourire fendu jusqu'aux lèvres à chaque fois qu'il y avait une caméra devant lui. Là, tu parles de son impact, mettons, tout ce qui est en dehors du terrain, mais là, on veut savoir l'impact sur le terrain. Ouais. Ben, c'est un receveur. Ouais. Est-ce que ça t'a inspiré à être receveur? non, ben le plus drôle de ça, c'est que j'étais pas bon receveur, genre zéro. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'essayes toutes les positions, puis j'ai essayé receveur, puis j'ai pas... J'aimais ça, au début, j'étais comme « Ah, ça doit être le fun », mais non, j'étais pas bon vraiment, fait que... non, j'ai commencé plus jeune, j'étais joueur de deuxième but, puis plus vieux, j'avais des bonnes jambes, fait que j'étais allé dans le champ en tant que voltigeur. Mais non, c'est ça. Non, Gary Carter, c'est un receveur. Puis c'est, comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement le joueur le plus talentueux que les Expos ont connu, mais c'est nécessairement la plus grande vedette que les Expos ont connue. Dans le sens que c'était un joueur un peu all-around, qu'il appelle, un joueur qui touche à tout, là, dans le sens qu'il avait un bon bras, il courait, c'était pas le plus rapide, mais il courait vite, il frappait. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est parce que les receveurs au baseball, souvent, tu vas les prendre pour leur aspect défensif. Tu veux un bon receveur. Parce que le receveur, c'est comme ton quarterback au football. C'est lui qui dirige le jeu. Tu sais, on pense souvent que c'est le lanceur. Puis c'est vrai aussi, le lanceur ne veut pas, il y a une grande partie de ça, mais c'est le receveur c'est lui qui fait le corps. C'est lui qui connaît. Lui, il connaît les faiblesses des autres, de l'autre équipe, il connaît les forces des autres. Il doit connaître les forces, les faiblesses de tous ses coéquipiers qui sont sur le terrain. Il doit savoir, OK, comme je disais tantôt, là, c'est vraiment situationnel le baseball. Donc, OK, on est en quelle manche, combien de retraits. Tu sais, plein de facteurs que le receveur doit savoir, puis c'est lui qui compte la shot la plupart du temps. Fait que c'est une position super importante. C'est ça que je voulais te demander parce que, tu sais, mettons, dans le baseball majeur, je peux te nommer des gros cogneurs, je peux te nommer des lanceurs, je peux te nommer des arrêts courts, tu sais. Mais je peux te nommer aucun catcher. Puis je comprends, tu sais, c'est comme si cette position-là n'est pas sexy, maintenant. Non, mais c'est vrai, c'est parce que, comme je te dis, c'est que souvent le catcher, tu vas le prendre, maintenant le receveur, tu vas le prendre pour son aspect défensif plus qu'offensif. Dans le sens que c'est bon, là, je veux dire, s'il frappe en plus d'être bon défensif, là, parfait, je veux dire, tu vas y prendre sa production, mais écoute, s'il est capable de frapper minimalement, mais il y a un bon gant derrière le marbre, tu vas le prendre, dans le sens que c'est vraiment important pour avoir une bonne défensive. Mais Gary Carter, ce qui est intéressant, c'est qu'il était bon des deux côtés, c'est-à-dire autant offensif que défensif. Je veux dire, on peut voir ses statistiques là, sont insane. Là, dans le sens, pour un receveur, je suis allé voir, pour le fun, justement, d'arriver ici, les statistiques avancées. Il y a beaucoup de statistiques avancées au baseball. Là, de là vient le célèbre film Moneyball. Là. Puis dans les catchers, dans les receveurs, je devrais dire, il est classé deuxième meilleur receveur de l'histoire dans plusieurs statistiques avancées. Puis c'est drôle parce qu'on pense pas tout le temps à lui comme étant un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais il l'était vraiment juste par ses statistiques. Deuxième receveur de l'histoire, c'est quand même assez bon. Puis si tu regardes la statistique avancée qui appelle le WAR, qui est le nombre de victoires qu'un joueur rapporte de plus qu'un joueur de remplacement, qui est une statistique avancée assez utilisée pour connaître un peu le talent du joueur, la valeur d'un joueur, bien, il est classé, je pense, autour du 68e de tous les temps, sur à peu près 20 000 joueurs de tous les temps, tu sais. Fait que, tu sais, le baseball existe depuis les années 1800, là, il y en a eu des joueurs, là. 68e sur 20 000, là, ça a l'air de rien, mais c'est bon en maudit. Non, parce que, tu sais, tantôt, je faisais un peu l'inventaire là, de ses accomplissements, tu sais, membre du Temple de la Renommée, joué pour les Expos de 1974 à 1984, revenu en 92, 10 matchs consécutifs au match des étoiles. Au match des étoiles, 3 gants dorés, au moins un bâton d'argent, j'ai pas vu s'il y en avait eu d'autres, puis son numéro retiré. Donc là, maintenant que je te dis ça, c'est quoi ton plus beau souvenir de Gary Carter? Mais là, comme je te dis, tu sais, je l'ai pas connu en tant que joueur. Mais quand tu as une image de lui, un jeu ou un moment, t'en as-tu un? Oui, ben justement, puis, tu sais, il y a 5 bâtons d'argent. En fait, le bâton d'argent, c'est, pour l'expliquer, en fait, c'est le meilleur joueur offensif pour sa position. C'est-à-dire qu'en tant que receveur, ça a été lui le meilleur joueur offensif de la Ligue. 5 fois. C'est très fort. Puis, tu as parlé de gants dorés. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est le meilleur joueur défensif à sa position. Donc, il a été 2 fois le meilleur joueur de la Ligue nationale en position de receveur. T'sais.
Puis pour répondre à ta question, il y a un moment que je regarde souvent sur YouTube de Gary Carter qui me donne des frissons tout le temps. Même des fois, j'entends juste l'audio puis ça me donne des frissons. Puis c'est sa dernière présence à vie. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai lu un peu. Ouais. En fait, comme tu l'as mentionné, il a passé la grande majorité de sa carrière à Montréal. Mais à un moment donné, même, il était le deuxième joueur le plus payé de toute la Ligue. Quand il était rendu pour les Expos, je pense qu'il a signé un contrat de 2 millions de dollars, je pense, quelque chose comme ça. Puis dans le temps, c'était fou. 2 millions de dollars, là, c'était fou. Là, puis là, à un moment donné, les Expos ne pouvaient juste plus le payer. Fait que c'est là qu'il est parti. J'aime que tu dis que 2 millions de dollars, c'est fou maintenant. Dans la même semaine, Pat Mahomes a signé 500 millions. C'est incroyable. Ça, on aura la chance de s'en reparler, là, mais ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu vois qu'il y avait vraiment de la valeur dans le temps. C'était pour les Expos, c'était important. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu ce contrat-là. Puis il est parti après ça aux Mets, dont il a gagné la Série mondiale en 1986. Mais il est revenu en 92 chez les Expos, puis sa dernière présence est fantastique. Parce que le contexte, c'est que tu sais, il commençait à être vieux. Je pense qu'il avait mal dans les genoux, il avait mal partout. Tu vois qu'il achevait, puis c'était sa dernière présence au bâton. Puis, écoute, dans le champ droit, si je ne me trompe pas, c'était André Dawson. André Dawson, qui est une autre grande vedette de l'histoire des Expos, qui a joué avec Gary Carter dans les mêmes années. Fait qu'ils se connaissaient très bien. Puis qu'ils s'aimaient pas. Ils s'aimaient pas, hein, effectivement. Ben, c'était une relation un peu comme Kobe-Shaq. Dans le sens que... Oh, là, tu viens plus d'interpeller Isaïe. Ouais, non, je comprends. Dans le sens que t'as besoin de l'autre parce que les deux, c'est bon. Yeux, là, ouvrés. Mais tu comprends ce que je veux dire? Kobe et Shaq, c'était deux joueurs super talentueux. Ensemble, écoute, ça faisait tout qu'un duo. Mais dans la chambre, c'était pas les meilleurs amis. Parce que, je veux dire, pour chacun leur raison même personnelle. Encore aujourd'hui, ils se reprochaient des trucs de l'époque, de ne pas s'être assez entraîné. Ou, c'est fou, hein? Ça, c'est fou quand tu penses. Mais ces gars-là, c'est des machines. Ces gars-là, ça n'a pas de sens. Mais ouais, tout ça pour dire que il frappe la balle, champ droit, à peu près 2 pieds au-dessus de la tête, au-dessus du gant d'André Dawson. Il frappe un double. Puis après ça, il y a le standing, l'ovation. Écoute, moi, ça, puis le call du commentateur, tout ça ensemble, quand je le revois, ça me donne des frissons. T'as Gary qui est au bâton, frappe ça par-dessus son ancien coéquipier, arrive au deuxième but, prend son casque, le lève dans les airs en gloire, tu sais. Puis, vraiment, ça, ce bout-là, c'est vraiment quelque chose que je retiens. Ouais, c'est juste pour montrer l'impact qu'il y a eu à Montréal, il n'y a pas de grands joueurs qui ont une rue à leur nom. C'est vrai, il y a une rue. Il y a une rue à leur nom, puis c'est là que notre VP marketing habite à Montréal. OK. Savais-tu ça? Non. Elle habite sur la rue Gary Carter. Ah ouais, carrément. Mais le pire, c'est non seulement, comme tu dis, une rue, mais je pense, si je ne me trompe pas, il y a aussi un stade municipal, ou en tout cas un petit terrain de baseball municipal à son nom aussi. Fait que ça, c'est super cool. Tu vois l'impact que ça a eu. Comme je t'ai dit, là, je pourrais le qualifier du Maurice Richard des Expos. C'est celui qui a vraiment eu un impact, pas juste sur le terrain, mais en dehors du terrain. Là. OK. Good. C'est le fun de t'entendre parler parce que, tabarouette, moi, je trouve ça le fun d'entendre. Je pense que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient au podcast que je connais pas le joueur. Je connaissais le nom, mais le nom, tu connaissais la rue. Le nom, la rue, la position, c'est tout. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine que les gens se remémorent plus de lui parce que je pense qu'il y a eu un plus gros impact qu'on pense, notre génération surtout. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu aurais pu, mettons, tantôt tu as mentionné Vladimir Guerrero, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu aurais pu venir parler aujourd'hui ici? Comme je te dis, ça aurait pu être n'importe quel joueur des Expos. Là, je me rappelle, plus jeune, comme je disais, j'ai joué moi, j'aimais le jeu de deuxième but. Là, je jouais souvent au deuxième but, j'adorais ça. Puis le deuxième but des Expos, dans le temps, il s'appelait José Vidreau. José Vidreau. Puis tu sais, ce gars-là, il est inconnu de presque tous, mais moi, ce gars-là, je le connaissais, je connaissais toutes ses stats, j'étais comme, José Vidreau, deuxième but des Expos, genre, nice, mais tu sais, je serais venu lui parler de ça ici, puis tu sais, il n'y a pas eu un impact dans ma vie, je m'associe pas à lui, mais vraiment, comme je disais, moi, ce que j'aime de Gary, c'est que même si je ne l'ai pas vu jouer, puis je ne l'ai pas connu, ce que j'aime, c'est, tu vois juste des highlights sur YouTube, puis tu vois, là, crème, il a l'air... Il est content de jouer, puis il a tout le temps le smile dans la face. Puis après ça, quand tu écoutes des histoires de lui qui était tout le temps présent pour signer des signatures, tout le temps présent pour les fans, qui apprend le français, moi, je trouve que c'est ça que
tout ça, ça me fait capoter. Là, genre que l'impact qu'il y a eu, c'est vraiment ça qui vient me chercher plus. Vraiment plus, moi. Parfait. Je suis content de. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment le fun d'écouter plus que je pensais. Au début, on s'était dit, là, Gary Carter, on fera pas 1 heure là-dessus. Là. Et finalement, j'aurais été capable. Isaïe, tu veux-tu commencer nos segments? Certainement. Donc, notre segment Épais ou génie. Donc, pour les gens qui c'est leur premier podcast, c'est un segment qui nous sert à voir si on est un épais ou un génie par une question dans quelques mois. Donc, notre question pour toi, Dimitri, qui remportera la prochaine série mondiale? Bon, je m'attendais à cette question-là. Écoute, là, cette année, c'est particulier. Cette année, on a su, en tout cas, au moment où on se parle, la saison va avoir 60 parties au lieu de 162. Ça fait en sorte que la course aux séries, elle va commencer beaucoup plus tôt. Tu sais, souvent au baseball, tu peux avoir la chance d'avoir des séquences un peu avec des défaites, puis finalement te reprendre. Puis justement, l'année passée, les Nationals de Washington, à la pause du match des étoiles, ils allaient nulle part. Ils étaient même pas proches du classement, tu sais, puis ils ont gagné la série mondiale en étant une équipe repêchée, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça va être différent cette année. Fait que je pense que, tu sais, c'est avec c'est plate à dire, là, mais c'est avec un des gros clubs comme les Dodgers ou Yankees, là, qui achètent leurs joueurs, là. Puis, tu sais, je trouve ça plate de dire une équipe de même parce que j'ai le goût de laisser la chance quasiment aux autres équipes avec des moins de revenus. Ben, pas moins de revenus, mais une moins grande masse salariale. Mais écoute, les Dodgers cette année sont allés, là je pourrais vous nommer des noms, mais sont allés chercher Mookie Betts, qui est un des 5 meilleurs joueurs. L'ancien des Red Sox. Qui jouait pour les Red Sox, qui est un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. Puis, brag en tout. Mais non, c'est ça. Écoute, ils sont allés le chercher parce que lui, en fond, il va tomber joueur autonome. Puis les Red Sox, c'était juste plus capable de le payer. Fait que, tu sais, juste ça. Déjà que les Dodgers, ça fait 3 séries mondiales, je pense, qu'ils font puis qu'ils perdent. Des genre 5 dernières années. Fait que, tu sais, les Dodgers, ils cognent à la porte. Sinon, il y a les Yankees. Là. Les Yankees, eux autres, ils se sont rebâtis. Là. Ça fait... Écoute, les Yankees, là, c'est la première... Les années 2010, c'est la première décennie de l'histoire que les Yankees n'ont pas remporté une série mondiale. Ah, ouais. Ouais, j'ai vu ça dernièrement. À chaque décennie, les Yankees ont au moins remporté une série mondiale. Puis leur dernière, c'est 2009. Fait que, ils n'ont pas gagné des années 2010. Fait que, tu sais, eux seraient peut-être dus. Mais surtout qu'ils ont une bonne équipe. Là. Comme tu l'as nommé, les Aaron Judge, ils ont beaucoup... Stanton, qui était... Mais lui, Stanton, Giancarlo Stanton, c'est le gars là, qui frappe à peu près les circuits les plus loin. Là. Il frappe des 450, 500 pieds. Là, ça n'a pas de sens. Là, puis il est bâti comme un bœuf. Mais lui, c'est tout ou rien. C'est ça le problème avec lui. C'est qu'il va te frapper des circuits. Il est blessé. Ou c'est des strikeouts, là, des rétro-bâtons. Fait que, tu sais, les Yankees, ils ont beaucoup de talent, mais on dirait que j'ai pas bien confiance. Mais les Dodgers, je pense avec les Dodgers. Mais mon équipe cachée, là, mon sleeper, là, c'était mieux, je sais que t'aimes bien ça, les sleepers, là, les Braves d'Atlanta. Je pensais pas que c'était... Non, mais les Braves d'Atlanta, ils s'en viennent. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, puis des jeunes vraiment talentueux. Puis l'année passée, ils se sont fait sortir, genre le dernier match des séries, ils perdaient, je pense, 10-0 après une manche. Là, genre, ça n'a pas bien été, mais ils ont vraiment du bon potentiel. Puis je pense pas qu'ils soient prêts cette année, mais d'ici les prochaines années, d'après moi, les Braves d'Atlanta vont être à surveiller. Parfait. Je vais y aller avec les Dodgers. OK. Nous, on va s'abstenir. On va s'abstenir. Ben, écoute, j'aurais dit les Expos, mais cette année, je pense ça va être difficile cette année. Mais il manque une équipe. Non, je pense que les Dodgers, par exemple, c'est un bon choix là, avec quelques séries mondiales perdues depuis les dernières années. Justement, tu as mentionné ça. C'est que je vais prendre la balle au bon, puis je vais enchaîner avec notre segment actualité. Une de ces séries mondiales-là sont perdues aux mains des Astros de Houston. Les Astros de Houston ont fait les manchettes dans les dernières semaines, mois, même quasiment années, pour pas les mauvaises raisons, là, encore pire que mauvaise. Je pense que mauvaise, c'est un euphémisme. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce dossier-là? Ouais. Je suis curieux de savoir parce que c'est vraiment pas de la belle pub pour le baseball, les ajustements de cette organisation-là. Effectivement. Ben, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volé des signaux, des autres équipes, mais de façon très intentionnelle, là, dans le sens qu'il y avait des ordinateurs puis un système informatique en place qui faisait qu'ils savaient quel lancer allait arriver en un instant de seconde. Là, mettons, il pouvait cogner une fois sur un mur qui voulait dire « balle rapide s'en vient ». Fait que le joueur, quand tu sais quelle balle s'en vient,
c'est plus facile de la frapper. Moi, ce que je trouve plate des Astros, c'est qu'ils ont des super bons joueurs, des jeunes joueurs que je me disais, crime, je peux pas croire qu'il y avait besoin de ça pour être bon. Puis je trouve ça triste parce que crime, c'est tellement des joueurs avec du potentiel que t'as pas le goût d'haïr, mais là, on dirait que crime avec ça qui vient tâcher toute leur histoire, un peu, si tu veux, mettons, depuis 3-4 ans. Là. Je trouve ça dommage, mais moi, j'ai pas de problème avec le fait de trouver les signaux des adversaires. Je veux dire, quand tu réussis à trouver un signal d'adversaire par toi-même, là, je parle, tu réalises, OK, ça fait 2-3 fois que l'entraîneur au troisième but touche sa casquette, puis ça fait 3 fois que le gars du premier but, il vole un but. Et là, tu vas remarquer, la prochaine fois que le coach du troisième but va toucher sa casquette, tu vas dire, hey, vole de but, t'es prêt. Fait que là, le catcher, il va le savoir, le lanceur, il va être prêt. Ça, j'ai pas de problème. Mais tu sais, c'est le fait qu'ils l'ont abusé. C'était le motif abusé du système informatique en place. Puis rendu là, c'est qu'on dépasse les bornes de ce qui est acceptable. Puis, tu sais, comme je te dis, je trouve ça triste parce que comme ça fait pas une belle pub. Là, ça fait... En plus, les ajustements par rapport à la femme journaliste. Tu sais, comme quoi il y avait un directeur adjoint qui avait été vraiment ordinaire avec une journaliste. Puis là, l'organisation avait tenté de cacher ça. Puis là, finalement, la journaliste, elle l'a genre publié. Puis là, après avoir essayé de le cacher, l'organisation a comme congédié le directeur général adjoint, mais le directeur général adjoint... mais l'organisation, au début, avait essayé de le cacher, puis tout le monde savait qu'elle avait essayé de le cacher. Fait que, tu sais, ce summum-là de toutes ces affaires-là, c'est ça, puis un de leurs meilleurs joueurs, Altuve, tu le vois quand il fait un coup de circuit gagnant. Il y avait un petit buzzer dans son chandail qui disait que, mettons, un coup, c'est balle rapide, 2 coups, balle courbe. Mais là, il arrive, après avoir fait le coup de circuit gagnant puis que le match est fini, il arrive au marbre, puis là, il crie aux joueurs de ne pas déchirer son chandail parce qu'il y a le bidule dans son chandail. Mais c'est vraiment ordinaire, là. C'est ça, comme je te dis, moi, je trouve que c'est triste parce que ça le trouvé, tu le regardes, puis crime. C'est un petit gars de 5 et 7 puis qui frappe comme un monstre. C'est le fun, t'as le goût de l'aimer, mais après ça, tu vois ça, t'es comme, je suis pas sûr que je veux, tu sais. Puis je trouve ça triste pour eux. Là. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un astérisque à côté du nom des champions de la saison 2020? Ah, 2020? Ah, je pensais que tu allais me demander 2017 quand les Astros ont gagné. Ça, c'est ta réponse. Ce sera un autre débat. 2020. Mais pour vrai, moi, je pense pas. C'est ça qui est drôle parce que. Tu sais, oui, la saison va être courte, avec juste 60... Il va y avoir 102 matchs de moins, tu sais. Fait que le fait de se rendre en série va être moins long, mais d'après moi, ça sera pas plus facile. Puis les séries au baseball, c'est tellement un jeu qui est différent du série en saison. Puis, tu sais, des fois, tu vas voir les gérants vont pas gérer la partie de la même façon qu'ils auraient fait en saison régulière. Tu sais, les lanceurs sont utilisés beaucoup plus souvent en série parce que tu as moins de matchs puis chaque match, tu veux les gagner. Fait que tu as des lanceurs partants que tu vas utiliser en dernière manche qui souvent, ils n'ont jamais lancé en dernière manche. Fait que ça, c'est des moves qu'ils n'auraient jamais fait en série. Écoute, ils vont remplacer des joueurs au bâton ou des joueurs sur les buts pour avoir un coureur plus rapide qu'ils n'auraient pas fait nécessairement. Fait que, tu sais, le jeu est tellement différent en série que je pense pas que la course vers la série mondiale va être plus facile. En 2013, la Ligue nationale, il y avait eu le lockout, il y avait eu une saison de 48 matchs, puis il n'y a pas d'astérisque à côté du nom des Blackhawks. C'est vrai. C'est un bon point, ça. Je pense pas. Non, je pense pas. Je viens de répondre à ma question. Je pense pas. Puis tu sais, même que dans mettons, 5 ans, 10 ans, on s'en rappellera plus. Là. En 2020, on va savoir qu'il y a eu la pandémie, mais je veux dire, on se souviendra plus qu'il y a eu nécessairement 60 matchs. Puis que, tu sais, moi, je pense pas. Là. Bon, maintenant, on arrive à la fameuse... Non, attends, on va passer tout de suite au segment découverte parce que je veux qu'on finisse avec l'autre. Je suis curieux. On va passer au segment découverte qui est une de tes idées, que tu nous avais suggéré ça après, je pense, on avait commencé ça au podcast d'Audriane Veillette. C'est qui la prochaine vedette du baseball majeur, le jeune à suivre dans les prochaines années? Bon, OK. Je suis content que tu me demandes ça.
Je sais pas où tu as eu ton concept, mais c'est cool. non, mais gars, je vais en dire deux. Je vais en dire un pour ceux qui se connaissent plus au baseball, qui connaissent un peu la base. Puis je vais en dire un plus pour les amateurs de sport qui connaissent moins le baseball puis qui pourraient commencer à suivre. Là. Je vais commencer avec Mike Trout. Mike Trout, qui est probablement, qui s'en va sans aucun doute pour être the GOAT, là. C'est the greatest of all time. Ouais, Mike Trout, qui joue présentement pour les Angels de Los Angeles, d'Anaheim. C'est possiblement le GOAT en devenir. Le gars, je pense, ça fait quasiment... Je pense que c'est sa 10e saison qui commence cette année. Il n'a jamais fait les séries. Ça, c'est ça le défaut. Parce que je pense qu'il a 27 ans, puis il commence à... Ou peut-être je me trompe, mais en tout cas, il commence genre sa 10e saison. Là. Le gars, il est rentré dans la ligue à 18-19 ans, puis écoute, il y a des statistiques là, de fou. Là. Tu regardes ces statistiques, là, c'est parmi les meilleurs de tous les temps. Puis 28 ans. 28 ans, puis je pense qu'il a commencé à 19 ans sa carrière. Puis dans les statistiques avancées, là, il est parmi les meilleurs déjà. Il a 28 ans. T'sais, on s'entend-tu qu'il reste à peu près... Au baseball, tu peux quand même jouer longtemps, là, des bonnes années dans ta trentaine. Fait il reste peut-être 8, 10, peut-être 12 ans facile là, à Mike Trout s'il ne se blesse pas. Puis écoute, il peut facilement rejoindre les grands. Puis il est souvent dans les discussions pour le meilleur de tous les temps. Puis il a 28 ans. Ouais, il a commencé en 2011, à 19 ans. Fait que, tu sais, il y a des statistiques de fou. Il est tout le temps soit joueur... Juste 40 parties en 2011, par exemple. 40 parties, ouais. Première fois, 6e, c'est à 20. OK. T'sais, il est tout le temps dans... Soit il est MVP, meilleur joueur de la ligue, ou il est dans le top 3, top 2. Puis il y a tout le temps un joueur qui va connaître une super bonne saison. Fait qu'il est comme... Il manque le joueur MVP, mais écoute, ce gars-là... C'est LeBron James, qu'il est toujours dans les discussions, mais jamais... Ouais, ça, c'est un autre point. LeBron James, là, c'est fou. C'est la même affaire. C'est que LeBron, il est tellement fort, il est tellement dominant, qu'on oublie des fois qu'il est calibre MVP. Oui, c'est ça qui me fascine de LeBron. Puis c'est la même chose pour Mike Trout que je parle, c'est que ces gars-là sont tellement bons. On regarde comme... Genre, c'est comme un joueur dans une décennie. On voit jamais ces joueurs-là passer, ou presque, là, comme aux 10 ans. Puis on prend ça pour acquis. Puis on est comme, ah ben oui, LeBron, il est bon. LeBron, il est bon. Mais écoute, ces gars-là sont tellement bons. Puis là, des fois, il va y avoir un autre joueur qui va venir, qui va être bon 1 ou 2 saisons, qui va gagner l'MVP. Mais LeBron, il est tout le temps là. Ben, même chose, Mike Trout, il est tout le temps là. C'est des gars, là, tellement impressionnants. Fait que ça serait la découverte que je devrais dire, tu sais, aux joueurs, aux partisans qui connaissent peut-être moins, là, regardez-le parce que lui, il est vraiment un des meilleurs de tous les temps. Sinon, pour ceux qui connaissent plus, Ronald Acuna Jr. Très fort, Anthony. Très fort. Ouais, Ronald Acuna Jr., qui est un jeune pour les Braves d'Atlanta. Je le disais tantôt, les Braves, d'après moi, c'est mon équipe sleeper là, sur le radar. Là. Eux autres, ils vont être à surveiller. Ce gars-là, il est pas vieux. Puis, écoute, il est déjà il a déjà eu... je pense à sa saison recrue, il était dans le top 5 du joueur le plus utile, l'MVP, ce qui est absurde. Fait que lui va être vraiment surveillé dans les prochaines années. Maintenant, bon, je suis curieux. Le moment tant attendu de ma part, surtout. Puis je pense de ta part aussi, parce que ça fait longtemps. Parce que dans le fond, Dimitri était supposé venir au podcast pour l'épisode numéro 4. Mais finalement, la pandémie a eu lieu, le confinement, fait que là, il n'avait pas le droit de venir ici. Là, Dimitri voulait absolument avoir l'expérience inspiration complète et de venir en studio autour de la table. Donc, on a repoussé cette discussion-là d'à peu près 14 semaines. Hey, je sais même pas qu'est-ce que tu vas me poser. Donc, maintenant, quelle est ton opinion par rapport... Est-ce que c'est viable une équipe de baseball à Montréal? Mais là, c'est plate parce que, mettons que tu m'aurais parlé avant la pandémie, je t'aurais dit oui. Là. Okay. Mais là, c'est que le contexte a changé. Là. C'est ça qui... Là c'est pas pareil. Là. Mais mettons qu'on... On peut pas dire qu'on exclut la pandémie parce que c'est la réalité qu'on vit. Là. Ouais. Mais mettons qu'on oublie le fait que c'est une pandémie. C'est sûr. Mettons qu'on on tient le débat comme si on avait eu le podcast à l'épisode 4 au lieu de 11. Ouais. Mais en même temps, comme je te dis... reste que la réalité dans laquelle on vit, là, je veux dire, il y a plus de questions parce que, je veux dire, c'est pas la priorité, non, on se mentira pas. Mais mettons qu'on regarde juste le contexte de Montréal comme étant un marché de baseball, assurément. Assurément. Toi, je sais que je sais pas pourquoi t'es pas d'accord. Ben, je suis pas d'accord. J'aimerais ça, mais c'est... Regarde les contrats qui se donnent. C'est des contrats pour avoir des gros joueurs, ça coûte des 300, là, ça va coûter des 400 millions.
Montréal, c'est un petit marché. Puis à Montréal, on est une ville d'émotion, on est une ville... c'est comme si j'habitais à Montréal. Ben, au Québec. Au Québec, on est un peuple d'émotion, on est un peuple d'événements. L'Impact, là, ça fonctionne quand ils vont bien. Les expos, je suis convaincu que s'ils sont bons, ça va fonctionner. Mais le problème du baseball, c'est que ça joue 6 jours sur 7. Le mardi après-midi, là, comment tu vas fouler un stade avec 15, 20, 25 000 personnes un mardi après-midi? Moi, là, ça me rentre pas dans la tête. Je sais qu'il y a les revenus partagés, je sais qu'il y a tout ça, la revenus de TV, mais tabarouette qu'on est une... Genre, l'Impact, là, c'est fou, là. L'Impact, je suis déjà allé au stade olympique, là, entassé comme des sardines, là, à 65 000 personnes pour aller voir l'Impact. Je suis allé voir contre des meilleurs matchs t'as de la misère de pogner 13 000 personnes au stade Saputo, puis pourtant c'est aussi bon, puis l'Impact sont aussi bons qu'à leur match. C'est juste que là, il y avait eu, mettons, une coupe de coups chanceux, puis qu'ils se sont rendus en finale de la Ligue de Champions ou en demi-finale de la MLS. Et moi, je te dis, genre, au début, ça va fonctionner. C'est comme les matchs préparatoires. Il y a 50 000 personnes, mais il y en a combien par année? Il y en a 2. Maintenant, dis-moi, c'est à toi de me convaincre. Ouais. Parce que moi, je t'ai amené ici, je veux que tu me convainques. Ouais. C'est pas normal qu'un amateur de sport comme moi est contre ça. Ah, t'es contre, ok? T'es même pas indécis, Non, t'es contre. mais je trouve juste que j'ai pas le goût qu'on se brise le cœur, puis qu'on les fasse venir, puis ça marche pas, puis dans 15 ans, ils repartent. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord dans le sens que s'ils reviennent, il faut que ça soit pour de bon. Là. C'est comme l'histoire l'équipe, les villes sœurs, l'équipe partagée avec les Rays de Tampa Bay. Je l'avais comme d'un sujet si t'étais pour ça. Écoute, ça, on va se le dire, c'est absurde. C'est absurde. Écoute, je sais pas si tu as suivi ça un peu, Isaïe, ok? Ouais. Mais c'est ça, le concept, là, sur papier, tu le regardes 3 secondes, tu fais « Hey, c'est hot. Hey, c'est hot, on a une équipe à Montréal. » Puis là, tu checkes après ça, dépassé de 3 secondes, tu réalises « Ok, non, c'est stupide, là, tu sais. » C'est le genre d'idée que tu fais « Hey, j'ai pensé à ça. Ah, non, laisse faire, ça marche pas. » Tu sais, fais juste penser les joueurs. Les joueurs, ils ont des familles. Les joueurs, là, il va falloir que... ils déménagent en plein milieu de l'année. Ils veulent même pas aller 3 mois dans des villes bulles là, pour la Ligue nationale. Ah non, c'est ça. Écoute, il va falloir que tu te dises aux joueurs, OK, j'ai un projet, OK? J'ai un projet, on va jouer la moitié de nos matchs locaux, c'est-à-dire, mettons, 41 games locales ici à Tampa Bay, l'autre 41, on change de pays, OK? On va aller dans le pays où est-ce que... On change de pays, OK? On s'en va au Canada, tout le monde. Hey, gang, on s'en va au Canada, OK? Là, les familles... Là, on les amène dessus, mais tu sais, les familles, on fait quoi avec ça? Les séries, OK. Les séries, qu'est-ce qu'on fait avec les séries? Première game à Tampa, deuxième game à Montréal, troisième game à l'étranger. Hey, écoute, je veux dire, en façon logistique, ça marche pas, là. Juste le nom de l'équipe, là. À Montréal, on est tellement un peuple d'émotions qu'on n'ira pas encourager les Expo Rays de Montreal Bay. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, comme tu disais, ça, je suis d'accord avec toi. S'ils reviennent, il faut que ça revienne, les Expos de Montréal, parce que, je veux dire, ça fait partie de l'histoire, puis les gens, en tout cas, les plus vieux s'en souviennent des Expos. Fait que tu pourrais pas revenir, puis, hey, on cherche un nom. On cherche un nom, les Rays de Montréal. Ça marche pas, tu sais. Puis, ça, je te l'accorde. Fait que, non, ce concept-là, c'est une bonne idée quand tu y penses vite, mais je trouve que c'est absurde quand tu te mets à y penser. Mais si on revient, tu sais, mettons, à la viabilité, là, c'est que le baseball, le business du baseball est vraiment différent du hockey. Tu sais, au hockey, mettons, ta première source de revenus, c'est ta vente de billets. Si tu ne vends pas tous tes billets, c'est plus compliqué. Tu sais, on le voit, mettons, à Tampa Bay, en Arizona, où est-ce qu'ils ont eu de la misère pendant une couple d'années parce qu'ils ne vendaient pas de billets, les arénas étaient vides, tu sais. Puis, c'est pas le même marché, là. Le baseball majeur fait, je pense qu'ils ont fait 10 milliards de revenus l'année passée. Tu sais, c'est fou, là. C'est une machine d'argent. Au baseball, c'est la 4e source de revenus, ta vente de billets. Okay. Puis tu l'as dit, tu as les droits de télé nationaux, tu as les droits de télé locaux, tu as le partage des revenus. Parce que non, il n'y a pas de plafond salarial au baseball, mais au moins les équipes plus riches vont partager leurs revenus avec les équipes plus faibles pour avoir un certain équilibre. Tu sais. Fait que déjà ça, tu n'es plus obligé. Puis le contexte a justement changé après le départ des expos.
C'était pas de même avant. Il n'y avait pas de partage de revenus. Ou s'il y en avait, c'était pas comme qui est présentement. Fait que côté financier, c'est pas le même contexte. Bon, là, si on revient... le contexte financier post-pandémie, il y a aussi le dollar canadien qui a aussi une influence. S'il baisse, ben là, c'est plus compliqué. Mais si on parle juste en termes de revenus baseball, revenus d'opération, ta vente de billets est plus aussi importante. Puis là, maintenant, ta vente de billets, tu as des loges corporatives. Puis, tu sais, les loges corporatives, c'est surtout là que tu vas aller chercher ce que tu disais, les mardis soirs. Là, les mardis soirs, les mercredis soirs, c'est qui va remplir le stade? Ben, c'est avec tout ce qui est corporatif à Montréal. Puis c'est pour ça que ça prend un stade qui est au centre-ville. Parce que le stade olympique, je veux dire, ça a dépanné. Puis ça a dépanné parce que, écoute, on l'a bâti pour les Olympiques. Puis il fallait se trouver de quoi faire avec. Mais ça n'a jamais été conçu pour le baseball. Puis tout amateur de baseball qui est allé dans un stade aux États-Unis vont vous le dire, l'expérience est tellement importante quand tu vas voir un match de baseball. Moi, je suis allé à Baltimore voir les Orioles, puis j'étais assis là, au fin fond des gradins, champ à gauche, puis on est collé sur le terrain. Ouais. Parce que le stade, il est bâti pour le baseball. Mais au stade olympique, c'est fait en bol. C'est comme un gros bol de toilette. Là. Ouais. Fait que t'es assis là, en haut, là, t'es loin du stade, t'es loin du terrain, t'es loin des joueurs. Fait que juste ça, cet aspect-là... tu mets un nouveau stade au centre-ville, je garantis, tu ne seras pas chercher 35 000 personnes la semaine, mais si tu es capable d'aller chercher un 20 000 la semaine, puis après ça, les fins de semaine, tu emmènes les familles avec un toit qui serait rétractable pour avoir au moins une certaine vue, d'être dehors au soleil en juillet. Juste ça serait... Je pense que ça passe par là, on ne se mentira pas. Là. Moi, j'ai un autre argument. Vas-y. Dimitri, tu passeras bientôt ton examen du CPA. Donc, de comptable de formation. Toi, là, si tu avais un client, puis tu lui suggérais d'acheter une action, c'est parce que tu prévois que cette action-là va monter. Mais le baseball, là, c'est le sport que la population qui le regarde est la plus âgée. Donc, ceux qui sont prédisposés à mourir le plus rapidement. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le baseball, la population qui le regarde est en déclin. Donc, l'action, si on met le baseball comme une action à la bourse, l'action est en déclin. Donc, est-ce que quand tu achètes une business puis tu veux l'exploiter, tu n'achèteras pas une business que tu sais que le marché est en déclin? À toi. Je comprends ce que tu dis. Merci, Anthony. Non, mais comme je te disais tantôt, oui, OK, je comprends là, ce que tu dis. Puis c'est vrai, tu as raison, là, c'est le sport, le Big Four, là, on parle des Big Four, le hockey, football... même basket, avec la MLS. Même avec la MLS. C'est le sport où est-ce que la moyenne d'âge est la plus élevée. Par contre, tu parlais de chiffres. Ben, regarde les chiffres. Le baseball n'a jamais fait autant d'argent, puis le baseball est juste après la NFL en termes d'argent. Fait que si tu me demandes, tu veux-tu faire un rendement là-dessus, je vais regarder les chiffres. Oui, tu vas regarder tout l'environnement externe qui est la croissance, mais écoute, ça fait des milliards par année. Puis les propriétaires sont riches, puis sont tellement riches qu'ils sont prêts à accorder des centaines de millions de dollars en salaire. Tu sais, comme on l'a vu, là, tu parlais de Patrick Mahomes, ça c'était au football, mais les deux derniers gros contrats qu'on a vus, ben, il y a eu Trout, que je parlais tantôt, Mike Trout, qui a signé un contrat qui était lui puis Bryce Harper. Ouais, c'est ça. Bryce Harper qui a signé des contrats de au-dessus de 300, 400, 500. Comment il s'appelle? Manny Machado. C'est des contrats d'au-dessus de 300 millions. Tu sais, c'est absurde. C'est 400 millions. Mais ça, c'est un autre point. Tu sais, tantôt, tu disais, Montréal, c'est un petit marché. Montréal ne serait pas capable de se payer ces gros joueurs-là. Puis ça, je te l'accorde. C'est vrai. On n'aurait jamais un Mike Trout à Montréal. On n'aurait jamais un Bryce Harper. Là, je reviens à ce que tu disais tantôt. Mike Trout n'a jamais fait les séries. Bryce Harper n'a jamais gagné la Série mondiale. Bryce Harper n'a jamais fait une différence pour amener son équipe en Série mondiale. Fait que c'est ça qui est différent. C'est qu'au baseball, tu peux pas avoir un joueur qui va faire la différence comme il ferait au basket. T'sais, au basket, LeBron James va... Écoute, il peut amener son équipe... Il l'a déjà fait, là. Amener son équipe en finale. Ouais, il l'a déjà fait, là. À Cleveland. Ouais, à Cleveland au début, ouais. Puis même à la fin. C'est la fin. Mais au baseball, tu peux pas. C'est un jeu vraiment d'équipe. Tu peux pas amener ton équipe tout seul. Fait que, tu peux accorder un contrat de 300 millions à un joueur, mais ça veut rien dire. Ça n'a jamais été prouvé que tu gagnais des championnats en achetant. Puis tu sais, souvent, tantôt, je parlais des Yankees, les Dodgers, ça me faisait chier de les nommer parce que c'est eux qui payent le plus leurs joueurs, mais en même temps,
écoute, les Yankees n'ont pas gagné depuis 2009, les Dodgers depuis les années dans les 80, je pense 87 leur dernière fois. Fait que... Chicago, qui est quand même un gros marché, qui n'avait pas gagné, avant qu'ils gagnent dernièrement, ils n'avaient pas gagné avant 1903. 1908, leur dernière conquête, là, ils ont gagné. L'Empire ottoman existait la dernière fois qu'ils avaient gagné la Série mondiale. Tu sais, quand il y a un empire qui existe, je veux dire. Mais non, c'est ça. Tu sais, oui, les Cubs ont gagné. Puis les Cubs avaient des jeunes joueurs en passant. Des jeunes joueurs qui provenaient de leur repêchage. Là. Ils n'avaient pas acheté leurs joueurs. Fait que c'est pour ça que je te dis que le contexte n'est pas pareil. Tu peux acheter tes joueurs, mais ça ne garantit pas nécessairement le championnat. C'est pour ça que je pense que... On a vu avec des plus petits marchés dans le passé, le film Moneyball aussi, les Astros qui n'avaient pas gagné, si je me rappelle bien. Mais même en ce moment, les Twins, c'est pas un gros marché, ça va bien. Oui, écoute, il y a beaucoup d'équipes qui vont bien pareil, même s'ils ne peuvent pas se payer les plus gros joueurs. Bon, mais tu m'as quand même convaincu, pour vrai. Je suis vraiment moins... Le pire, c'est sûr, on aurait plein d'arguments encore, mais là, on va pas s'étirer. Dernier sujet, ça, je suis curieux vraiment que tu en parles. Qu'est-ce que ça prend pour ramener les jeunes à regarder le baseball? Ça, c'est une bonne question. Mais... Qu'est-ce que ça prend comme modification? Ou qu'est-ce que ça... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, je comprends. En fait, c'est que le baseball majeur, c'est donné comme mission de rajeunir son public, parce qu'on ne se le mentira pas, ça reste un public qui est plus vieux présentement, parce que le contexte du divertissement a changé. Tu sais, avant, on avait la télévision, puis, mettons, c'est presque tout. Mais là, maintenant, il y a tellement de possibilités de se divertir que faut que tu attires faut que tu gardes tes partisans. Puis ça, la NBA l'a compris. Il l'a tellement compris. C'est pour ça que la NBA est en train de le devenir un marché mondial. Ben oui, c'est ça. La NBA l'a catché. Parce que c'est le marketing qui est important, comme n'importe quel business. Fait que cela dit, ça passe par un marketing. Tu sais, au baseball, ce que je trouve dommage, c'est que il y a des super bons joueurs. Puis là, présentement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, mais on les connaît pas. Okay. Tu sais, mettons, tu connais, les Mike Trout, tu as parlé de Machado, tu les connais, mais je te parle d'autres jeunes qui s'en viennent, tu les connais pas, puis c'est normal, je veux dire. Mais si je te parle de Zion Williamson au basket, tu sais c'est qui? Je te parle de n'importe quel jeune joueur au basket, surtout, on les connaît, mais ça... On connaît tous, genre Lafrenière. Ouais, puis ça part... Là, c'était un mauvais exemple. Ben, Alexis Lafrenière, ouais. Mais ça, c'est quoi? Ouais, ça part avec le draft, le repêchage. Parce que le repêchage est tellement médiatisé au hockey, au football, au basket. Puis les joueurs, on les connaît parce qu'on les voit jouer au collège américain. On les voit déjà se développer. Tandis qu'au baseball, ça a toujours été... le processus vers les ligues majeures est plus compliqué, est plus difficile et plus long. Ça a été prouvé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs puis beaucoup d'étapes avant de te rendre au majeur. Fait que c'est pour ça que quand les joueurs se font repêcher, des fois, ça peut leur prendre 4, 5, 6, 7 ans avant de faire l'équipe. Fait que on les voit pas se développer. Tu vois juste les joueurs, une fois qu'ils sont rendus dans l'équipe, sans vraiment les connaître. OK, lui, il est pas pire, mais tu les as pas vus progresser avant. Fait que juste ça, je pense que le baseball majeur a une job à faire de juste mieux médiatiser leurs joueurs, faire plus de publicité auprès des jeunes comme le fait la NBA, faire occuper une plus grande place sur les réseaux sociaux. Ça, ils le font quand même déjà. Puis... Changerais-tu des règlements? C'est ça, j'allais dire. Il y a toute l'histoire aussi des changements de règlement aussi, que là, le commissaire actuel, lui, il pense que tout passe par un changement de règlement, là, pour essayer d'attirer les jeunes. Mais c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas que tu dénatures le sport. Tu sais, c'est correct là, de faire des tests, de tester. Puis je pense que cette année, ils vont faire un bon test. Là. Cette année, en fait, la Ligue nationale vont implanter le frappeur désigné. Ça, c'était une règle que seulement la Ligue américaine appliquait. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que les deux ligues... Allez voir ton article. Ouais, l'article sur le plan de match d'inspiration. Fait que je trouve ça bon qu'ils fassent des tests, mais... Il faudrait pas non seulement changer la nature du sport. Tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt. On dirait qu'il y a une certaine tâche au baseball dans le sens que c'est long, c'est plate, c'est pas excitant, mais moi, je compare ça au football parce que c'est deux sports où est-ce que ça peut se ressembler un peu dans le sens des sports de balle, sport de ballon sur un terrain. Puis dans le sens que le football, les games durent au-dessus de 3 heures et quart, mettons. Puis au baseball, c'est à peu près ça, 3 heures les parties. Même s'il n'y a pas de cadran, les games sont pareils. Puis les jeux au football, c'est aussi court, un jeu, là, que du snap jusqu'à la fin. C'est aussi court qu'au baseball quand la balle est frappée puis elle revient. Fait que je pense que c'est vraiment plus une job de marketing que c'est comme n'importe quel business. Tu dois t'adapter au marché. Fait que je pense que le baseball majeur n'a pas le choix de s'intéresser aux jeunes avant de changer la nature de son sport, vraiment s'intéresser à vendre son sport.
Puis toi, la proposition qu'il y avait eu de 9 manches à 7 manches, c'est inconcevable? Ben, non, c'est parce que là, je comprends ce qu'ils veulent faire avec ça, mais c'est que là, tu changes tout. Là. C'est comme je te dis, OK, la semaine prochaine, l'année prochaine, le hockey, c'est avec 2 périodes. Ouais. Tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, je comprends le concept, là, de dire, OK, c'est cool, ça va durer 1 heure de moins, mais je veux dire, rendu là, pourquoi qu'on écoute le sport? C'est pour vivre des émotions, c'est pour vivre, tu sais, ça a toujours été 9 manches, puis je veux dire, toute l'histoire, après ça, les statistiques, tu peux plus comparer ça, puis moi, c'est le même, je le vois. Je me dis, écoute, faut pas que tu changes la nature de ton sport, ou bien, si tu change-la en fonction des besoins de tes utilisateurs, sans nécessairement te changer toi-même, changer ta vision, changer ta mission, là. Fait que c'est vrai, moi, je pense que ça passe vraiment par le marketing, tout ce qui est le draft, le repêchage, les joueurs. Il faut faire connaître les joueurs comme on connaît les joueurs de basket. Là. Ouais. Fait que, on va aller suivre ça. On va commencer à suivre le baseball. Mike Trout, je vous l'ai dit, Mike Trout. Parfait. Ben, Dim, c'est ça qui va mettre un terme au podcast. En espérant que tu as aimé ça. Super content. Pour vrai, moi, j'aurais pu continuer moi aussi. vraiment longtemps. Je pense que c'était vraiment agréable. Vous vous ferez une idée sur qui a gagné le débat de la venue des Expos à Montréal, mais je pense que Dim a eu son petit avantage. On vous rappelle premièrement, d'aller au Vieux-Saint-Charles, au Resto Canadien. Mettez 5 étoiles sur iTunes, downloadez, suivez-nous partout sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Notre Twitter, il fait pitié, fait qu'allez allez nous donner un petit peu d'amour. C'est comme le baseball, c'était plus vieillissant aussi. Bon, Twitter, ça passe par le marketing. Oh, wow. Oh my God, comment mieux finir que là-dessus, ça fait deux épisodes, tu finis avec un gros call. Là. Anto qui chie sa session à l'épisode 9, puis celui-là. Good. Fait que prochain épisode, on vous fait un petit teaser. Prochain épisode, ça va être avec la personne qui est peut-être la plus grande raison de pourquoi il y a un podcast Inspiration si on exclut, mettons, Isaïe et moi. Avec Grégory Charles? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, hein? Ça, c'est mon gars. Mais ouais, on va avoir la personne qui aura vraiment mis l'idée au monde. Sinon, on vous invite à aller suivre Dimitri sur le plan de match d'Inspiration. Il va mettre ses articles assez souvent. Moi, j'ai accès à ses articles en cours et il y en a plusieurs en cours qui vont sortir dans le prochain mois ou dans les prochaines semaines. Donc, si ça vous a interpellé de suivre un petit peu plus le baseball, Dimitri va vous le démystifier, va vous le montrer que c'est intéressant. Je cherche le mot. Là. Ça paraît pas. C'est ça. Je cherche le mot. En tout cas, quand tu veux vous incitez? Non, je dis quand tu veux montrer... Ce bout-là, il est bon. Ce bout-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur bout du podcast. Quand tu veux montrer à quelqu'un que c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, j'écrirai le mot dans la bio du vidéo YouTube. Donc, là-dessus, sur ce beau petit malaise, on finit le podcast. Isaïe, encore un plaisir de faire ça avec toi. On est rendu à 11 épisodes. Puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre concept d'inspiration. Merci, Dim. Salut. Merci.